Le 25 novembre 1970, Yukio Mishima poste à son éditeur son dernier manuscrit avant de se rendre au ministère des Armées à Shinjuku. À l'aide de 4 acolytes, il prend en otage le général en chef des forces d'autodéfense du Japon et prononce un discours pour tenter de convaincre les soldats d'entreprendre un coup d'État. « Comprenez-vous la voix de l'épée » dit-il. « Que signifie l'épée pour un Japonais? Je vous le demande. Êtes-vous des hommes? Êtes-vous des guerriers? Je vois que vous ne l'êtes pas. La Constitution ne veut-elle rien dire pour vous? L'idée que je me faisais des forces d'autodéfense est perdue. Je salue l'empereur. » Exilé sur le sol au milieu des huées, Mishima se retire dans une pièce. Il s'assoit et s'arme d'une lame et d'un mouvement déterminé se tranche l'estomac. Morita, son plus proche disciple censé le décapiter pour finaliser le rituel du seppuku, échoue après 2 lamentables coups d'épée. C'est Moriyasu Kago, le 3e en chef, qui se charge de l'affaire. D'un coup net, il lui tranche la tête. En mourant, Yukio Mishima achève son œuvre. D'aucuns comme Marguerite Yourcenar prétendent que le coup d'État n'était qu'un prétexte pour se donner la mort en public, de manière esthétisante comme il l'a toujours voulu. D'autres encore parleront d'un Mishima comme d'un névrosé patriote qui aura traumatisé le Japon. Dans cette vidéo, nous verrons le rapport qu'entretiennent le corps, la mort et les idées dans la pensée de Mishima. L'idée de cette vidéo m'est venue il y a à peu près une semaine pendant que je lisais Le Soleil et l'acier de Mishima. En me baladant sur YouTube, je suis tombé sur cette vidéo dont je vous mets un extrait tout de suite. De la perception. Pour lui, en fait, le corps, c'est pas seulement un simple objet que la conscience arriverait à manipuler, grosso modo, en tout cas à posséder. Pourquoi? Parce que le corps, c'est le lieu même de toute expérience. Il écrit « Mon corps est le moyen général que j'ai d'avoir un monde. Le corps n'est donc pas quelque chose que nous avons, mais ce par quoi nous sommes ouverts au monde. » J'ai trouvé ce sujet tellement pertinent que je me suis dit que je devais moi aussi faire une vidéo sur un sujet à peu près similaire. Et donc, pour y arriver, j'ai décidé de me mettre plus sérieusement à ma lecture du Soleil et de l'acier de Mishima, histoire de bien cerner le personnage. Ça a été assez compliqué dans la mesure où la seule traduction française du Soleil et de l'acier que j'ai trouvée, c'est une version qui a été traduite de l'anglais. Et du coup, forcément, une double traduction, c'est une double trahison. Mishima étant déjà obscur, ça a rendu la tâche encore plus compliquée. Mais bon, trêve de divagation, commençons la vidéo. Au début, Mishima considère que son moi est une maison, et alors le jardin alentour de cette maison, ce serait son corps. Il lui était alors libre de cultiver celui-ci, ou alors de laisser les fleurs de ce jardin faner. Ce passage est très important dans la mesure où Mishima a vécu une enfance totalement cloisonnée. Il était élevé par sa grand-mère au caractère acariâtre qui lui interdisait de sortir s'amuser avec les autres garçons de son âge. N'ayant donc aucun moyen de se confronter à la vie, Mishima restait enfermé dans cette chambre à lire des livres. Il se retirait donc dans le monde des mots. À ce sujet, il dit, je cite, « Chez la plupart des gens, je présume, le corps précède le langage. Dans mon cas, ce sont les mots qui vinrent en premier. Ensuite, tardivement, selon toute apparence, avec répugnance et déjà habillée de concepts, vint la chair. Elle était déjà, il va sans dire, tristement gâtée par les mots. » Au départ, on a cette idée du moi dans une conception un peu dualiste, à la manière dont Descartes l'entend. Le moi serait donc l'esprit, la substance pensante, qui serait incarnée dans la substance étendue, entendre ici le corps. Autrement dit, son expérience de la réalité se faisait d'abord par le prisme de l'esprit, par le prisme des mots, avant d'être faite par le prisme de la chair. Mishima, trop en retraite dans le monde de l'esprit, n'avait aucune prise avec le réel. Le langage et la pensée étaient le seul prisme par lequel il expérimentait la réalité. Il concevait alors le monde d'une manière dénuée de tout réalisme. Pour mieux comprendre ce que tout ce charabia veut dire, je vais vous lire un passage qui va expliciter cette notion. Mishima, encore un jeune enfant maigre et frêle, observait des jeunes hommes durant les fêtes japonaises locales, en train de porter des brancards de procession. La seule expérience que se fait Mishima de cet événement est une intuition poétique. Il ne peut qu'imaginer le sentiment qu'éprouvaient ces jeunes hommes à porter des brancards de procession, en les appuyant contre leur nuque dans un effort tellement vigoureux et sérieux qu'ils levaient leur tête vers un ciel d'un bleu azur.
Après s'être constitué un corps un peu plus approprié à ce genre d'effort physique, quelques années plus tard, Mishima fera cette même expérience pour la première fois de sa vie. Lors d'une fête, il portera l'une de ses chasses mobiles. Cet événement le fera réaliser que l'intuition poétique qu'il avait ressentie et à laquelle il prétendait était exactement la même expérience qu'il a vécue lorsqu'il a porté une de ses chasses mobiles en regardant le ciel azur. À cet instant, les vues de son esprit et la scène que lui et ses camarades observaient convergeaient. Elles étaient les mêmes. Il avait saisi la plus pure émotion que le ciel le fit éprouver, et son intuition poétique devenait enfin utile car elle lui permettait de retranscrire la réalité telle qu'il l'avait vécue. Il se mit alors à réfléchir et remit en question sa conception dualiste. Voilà son raisonnement. Le corps est affecté par l'esprit. C'est le cas des maladies psychosomatiques. Le stress, la pression mentale peuvent se retranscrire par des symptômes physiques qui touchent un individu. Dans le cas de Mishima, sa réalité physique était corrodée par les mots, comme on l'a vu au début. Pourtant, il se demande si ce phénomène ne peut pas être inversé en accroissant le domaine d'une idée vers la chair, pour transformer l'être physique en armure forgée du métal de ce concept. C'est là que Mishima va se consacrer pleinement à la philosophie du soleil et de l'acier. L'acier, c'est l'effort physique, la charge des poids, le fer qui s'aiguise contre le fer. Le soleil, c'est le jour, la confrontation avec le monde réel, la pleine lumière par opposition au monde nocturne des écrivains, ces écrivains qui se noient dans le caractère onirique des mots et de la littérature. Mishima va alors s'efforcer de se construire un physique à l'image de son idéal. C'est en 1952, sur le pont du navire où j'accomplis mon premier voyage à l'étranger, que j'échangeai avec le soleil la poignée de main de la réconciliation. Depuis ce jour, je suis devenu incapable de lui fausser compagnie. Le soleil fut désormais mon compagnon sur la grande route de ma vie. On est plus proche d'une conception nietzschéenne du corps que de l'idée grecque d'un esprit sain dans un corps sain. Là, au contraire, il s'agit plutôt d'un esprit malsain dans un corps sain. Mishima conçoit que l'écrivain doit utiliser son monde mental obscur en le couplant à un corps physique parfaitement esthétique pour retranscrire l'entièreté de son âme. Pour réaliser son plus grand potentiel, il pense que l'individu doit se retirer aux confins de son monde intérieur et pousser son corps à l'effort physique le plus extrême, c'est-à-dire au plus fort de l'expérience sensible. Au bout d'une décennie d'entraînement, il se forge un corps d'athlète et avance qu'un quart de siècle d'expérience n'avait rien ajouté depuis à ce qu'il savait. Ce qui lui manquait, c'était donc le réalisme. Mishima était un esprit qui se découvrait en tant que corps. Pour lui, l'imagination est une excuse pour s'envoler dans une quête infinie de vérité en négligeant le corps. Pourquoi donc chercher dans un ciel platonicien les choses en soi, la vérité, la beauté? Le corps lui-même ne peut-il pas les atteindre? Dans un combat d'escrime, les adversaires ne se regardaient-ils pas tous les deux? Ne se font-ils pas l'expérience l'un et l'autre des coups qu'ils se portent? Les idées ne regardent pas qui les regarde. Les choses, oui. Le corps vit alors là où l'esprit doit se taire. Il n'est plus serviteur de l'esprit, mais agent de compréhension du monde. En méditation, on parle souvent du fait d'être présent à soi-même, de ne pas être influencé par les pensées qui passent. Mais en réalité, alors, être présent à soi-même, est-ce que ce ne serait pas tout simplement être présent à son corps? Toutefois, un problème s'impose. Les mots ne suffisent pas à rendre compte du réel. Le corps, lui, le peut, mais il est voué à la déchéance, à la vieillesse. Les muscles s'affaissent, les os se fragilisent, les sens se perdent avec l'âge. Mishima doit alors trouver le compromis parfait pour parvenir à la connaissance. Sur Terre, l'homme s'épuise en aventures intellectuelles, comme s'il cherchait à prendre son essor et à s'envoler vers l'infini. Immobile à son bureau, il louvoie pour côtoyer de près, au plus près, la lisière de l'esprit, sans cesse en danger mortel de plonger dans le vide. Il arrive alors, quoique très rarement, que l'esprit, lui aussi, entrevoit les lueurs de l'aube. Mais corps et esprit jamais ne s'étaient confondus, jamais il n'en était venu à se ressembler. Jamais je n'avais découvert dans l'effort physique rien qui ressemblât au contentement, transi d'épouvante, que procure l'aventure intellectuelle. Jamais non plus je n'avais connu dans l'aventure intellectuelle
la chaleur désintéressée, les ombres brûlantes de l'effort physique. Quelque part, les deux devaient se rejoindre, mais où? Quelque part devait être un royaume entre deux, royaume apparenté à ce royaume ultime où le mouvement se change en repos et le corps en mouvement. Ce compromis entre les hauteurs de l'esprit et du corps, ce mariage presque mystique, Mishima l'a trouvé. C'est la mort. Dans une chambre à décompression, Mishima fait sa première rencontre avec la mort. Tandis que la cabine prend en altitude, il se rapproche du sentiment de mort. L'air baisse peu à peu. À 10 000 mètres, une ombre s'approche. Sa respiration est semblable à celle d'un poisson à l'agonie. 12 000 mètres, la sensation d'étouffement s'accroît. Il sent la mort coller à ses lèvres. Et puis soudain, la cabine redescend. Il avait réussi l'épreuve et reçoit alors une fiche marquant sa réussite à l'entraînement du vol en pleine altitude. Quelque temps plus tard, le 5 décembre, il monte à bord d'un F-104. Bientôt, il allait ressentir, pour reprendre ses termes, ce que le spermatozoïde ressent à l'instant de l'éjaculation. À haute altitude et à pleine vitesse, sa poitrine se vide. Il ne faisait qu'un avec l'avion, et l'avion ne faisait qu'un avec le ciel azur qu'il avait autrefois contemplé. L'aventure intellectuelle et l'aventure physique pouvaient se donner main dans la main. Il relate cette scène dans son poème Icare. Ainsi, serait-ce donc que j'appartiens aux cieux? Pourquoi sinon faudrait-il que les cieux me fixent obstinément de leur regard d'azur, m'attirant sans répit, et mon esprit plus haut, toujours plus haut, m'absorbant dans le ciel, sans cesse m'entraînant tout là-haut, vers de lointains sommets, loin au-dessus des âmes. Pourquoi quand on était strictement calculé l'équilibre et le vol au mieux de la raison, pour bannir l'élément échappant à la norme, pourquoi, même en ce cas, l'élan vers les sommets doit-il paraître en soi, côtoyer la folie? Comprendre le suicide de Mishima comme une vulgaire émulation de l'honneur désuet du samouraï, ou alors comme un culte machiste du courage physique, c'est ne pas comprendre son œuvre. Au sujet de sa mort, sa mère dira « Ne le pleurez pas ». Il a enfin fait ce qu'il a toujours voulu faire. Toute sa vie, il s'était préparé à mourir en dieu grec. Ainsi, le 25 décembre 1970, Mishima s'éteint, tel Dionysos, le ventre déchiré par les titans. Tsuyo Mishima était interviewé en tant que représentant de cette jeunesse japonaise. They're living at just present sport. And they never think about futures, they never think about past. And they're always jumping and jumping from moment to moment. Well, do you think they're going to find a purpose? I hope so. And this is also my program, my own program.